Bonjour. Sur le... En fait, c'est pas une mise en veille, c'est la session. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer cette séance de conseil municipal de rentrée et je propose à Kevin Vertichon de faire l'appel pour débuter. Bonjour à tous, Armand Rivière, Rachel Sacussi, Manuel Bourguin, Aurélie Mialon, Robert Vivares, Julie Garcin-Sodo, Thomas Guiraud, Daniel Desmoulins, Procuration, Madame Vicente. René Verdeil,
Jean-Marie Bousquet, Marie Ballesteros, Daniel Azemar, Procuration, Madame Sacussi. Xavier Moutou, Cécile Dos Santos, Procuration, Madame Mialon. François Castillo, Katia Siet, Georges Lopez, Nadia Bentahar, Patrick Delbach, Nicole Vicente, Benoît Blanc, Anne Sutra de Germain, Gilbert Castignera, Marie-Hélène, je ne sais plus là-dessus, moi. Alain Vogel-Singer, Valérie Forme, Présent. Annick Sadje et Alain Grasso. Ah, Marie-Hélène Jassagne. Mes excuses. J'excuse ou pas, j'excuse Alain Grasso qui a dû apprendre à 15h qu'il était conseiller municipal, puisque suite à la démission de Frorancos et aux différents refus, on a reçu en date du 15 septembre la démission d'Ayoub Balafkir et aujourd'hui celle de Delphine Marcier, donc il était de notre ressort quand même d'informer Alain Grasso par téléphone, mais je ne sais pas si on a réussi à le joindre, qui avait conseil municipal aujourd'hui, et il nous dira pour la suite s'il souhaite y siéger ou non. Mais c'est normal quand même de l'excuser. Il faut nommer un secrétaire de séance, et si personne ne le souhaite l'être, je propose Rachel Sacussi, qui est contre, qui s'abstient, donc tout le monde est pour. Je vous remercie. Il faut approuver le procès-verbal de la séance du 21 juillet 2022. S'il n'appelle pas de remarques de votre part, je vais le faire en sens inverse. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Le point 2 est d'autoriser Jean-Marie Bousquet, délégué au patrimoine culturel immatériel, à représenter la ville au Salon international du patrimoine culturel à Paris, organisé au Carrousel du Louvre, et où la ville a été sollicitée pour intervenir à une table ronde. Ce patrimoine étant aussi lié au métier d'art, ce n'est pas expressément la délégation de Jean-Marie. Donc, il faut que le Conseil puisse l'autoriser à assumer cette représentation qui est à la marge ou voisine ou jumelle de sa délégation, puisque les métiers d'art font quand même partie du patrimoine culturel et matériel, même si d'autres élus les suivent. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et je propose à Julie Garcin-Sodo de nous présenter le point suivant. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. C'est une convention opérationnelle entre l'établissement public foncier Occitanie, la communauté d'agglomération Aéro-Méditerranée et la commune. Monsieur le maire propose au conseil municipal de confier à l'établissement public foncier une mission d'acquisition foncière sur le secteur de Saint-Siméon en vue de réaliser une opération à vocation d'habitat avec la construction d'environ 30 logements locatifs sociaux. La présente convention détermine les engagements et les obligations de chaque partie selon le cadre de leurs compétences pour conduire un projet dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l'habitat, ainsi que de la protection de l'environnement. Elle est conclue pour une durée de 5 ans à compter de l'approbation par le préfet de région. Le périmètre d'intervention est présenté dans l'annexe 1 de la convention. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de signer cette convention et tout autre document afférent. Document joint. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Qu'il y a des publics identifiés pour cette résidence? Alors, il y a d'abord une sollicitation d'un porteur de projet, qui est à la fois constructeur et gestionnaire du logement social, et qui travaille sur une typologie ou une thématique, sans pouvoir le confirmer à 100% aujourd'hui, mais qui pourrait d'abord, en priorité, être proposé aux gendarmes qui cherchent à se loger et qui n'y arrivent pas ou qui se logent dans le parc privé. Ça restait à confirmer. D'autres seront mis à la location plus classique, même s'il cherchait aussi à voir si les conventions qu'il a avec les gendarmes habituellement sur d'autres communes pouvaient s'étendre, pourquoi pas, aussi aux pompiers, puisque la caserne est à côté. Mais ça, c'était encore plus hypothétique que les gendarmes. Mais la première réflexion que nous avions eue, il y a fort longtemps d'ailleurs, quand il était venu présenter l'idée, c'était... Il avait fait une proposition de résidence senior, mais je pense que nous sommes déjà fournis sur la ville. Et on lui avait dit, soit faisons du logement social classique, à la rigueur, et il en manque, donc assumons-le comme ça, soit trouvons d'autres thématiques qui puissent servir la ville et la population de la ville, puis on a intérêt aussi à attirer des familles.
Et il se trouve que de lui-même, il avait indiqué que dans d'autres opérations, il avait fait ça avec la gendarmerie nationale et que si ça pouvait se reproduire, il essayerait de le reproduire. Alors à Sauterre, je crois que rien n'est signé, mais c'était l'axe de travail privilégié, sinon ça sera du logement classique, social classique. Et du coup, l'intervention de l'EPF, c'est parce qu'il n'arrive pas à équilibrer l'opération, je suppose? Pas du tout, c'est que le temps que soient signés les actes et que soit versé, enfin que lui obtienne ses crédits, il pouvait y avoir un laps de temps qui permette, enfin qui fasse que le terrain, le propriétaire était pressé de vendre son terrain ou que d'autres se positionnent sur ce terrain-là. Donc la solution de l'établissement public foncier était celle qui paraissait la plus cohérente, logique et surtout rapide pour que le propriétaire puisse répondre favorablement à cette vente-là plutôt qu'à une autre. Donc du coup, c'est une volonté de mettre du logement social dans ce quartier, clairement. C'est une volonté de pouvoir densifier sur cette parcelle-là, pas forcément dans ce quartier-là, puisque si ça nous avait été proposé sur d'autres parcelles, bien que le PLU le permette, donc à partir du moment où le PLU le permette, nous, on ne peut pas foncièrement s'y opposer. Si un opérateur arrive sur des parcelles libres et qu'il arrive à les acheter sans notre concours, on n'a pas de moyens d'opposition. Mais à l'entrée de rond-point, plutôt qu'en cœur de lotissement, ça nous paraissait cohérent de pouvoir le positionner là, plutôt que d'autres opérations qui nous avaient été proposées en cours de mandat ou au début de mandat, qui étaient des parcelles entre maisons. On avait dit au promoteur que ça ne nous paraissait pas être le lieu idéal en termes de desserte routière, d'accès, et le promoteur l'avait compris. Paysagère. Et le promoteur l'avait compris, tandis que là, je trouve qu'on n'a pas les mêmes problèmes, justement, c'est facile d'accès. Il n'y aura pas ou peu de soucis d'intégration paysagère et on n'est pas au cœur d'un lotissement. Et si réellement on arrive à ce qu'il soit d'abord prioritairement attribué aux gendarmes ou aux pompiers, ça pourrait être aussi une opération cohérente par rapport aux activités du secteur. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Georges Lopez pour la suite. Pardon, le micro. Excusez-moi. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Le conseil municipal est informé que le SICTOM Pézenas-Agde et la commune de Pézenas décident de mettre en place un dispositif de lutte contre les dépôts illicites qui nuisent tant à l'image du territoire qu'à la propreté et à la salubrité publique. Pour éradiquer cette situation, le SICTOM Pézenas-Agde a décidé de mettre des caméras de chasse à disposition de la commune de Pézenas, un appareil de type caméra chasseur. Alors, je vais vous dire le modèle, mais je pense que ça ne dira rien à personne. 4K32 MP-modèle G2-CC-21 MP-1080-HD marque G2. Ce matériel est mis à disposition gratuitement uniquement pour prévenir et sanctionner les dépôts illicites. Le président du SICTOM adresse directement au service susvisé toutes les instructions nécessaires à l'exécution des tâches dans le cadre d'une bonne organisation du service sur le territoire syndical et de son efficience. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer par décision en tant que de besoin la présente convention type qui organise chaque prêt du SICTOM à la commune. Vous avez certainement le document joint à la convention. Oui. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Aurélie Mialon pour les territoires numériques éducatifs. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Alors, expérimentation territoire numérique éducatif, approbation du règlement financier TNE 34. Lancé en 2020 par le secrétariat général pour l'investissement et le ministère de l'Éducation nationale et mise en œuvre par la Banque des territoires avec les collectivités partenaires et en association avec le réseau Canopé et le GIP Trousse à Projet, le dispositif territoire numérique éducatif doit permettre de tester à grande échelle la mise en œuvre de la continuité pédagogique dont la nécessité a été révélée par la crise sanitaire et de réduire la fracture numérique. À terme, il doit également favoriser une accélération des usages du numérique au service de la réussite des élèves.
Après une phase d'expérimentation en 2020-2021 dans 2 départements, 10 nouveaux départements entrent dans le dispositif en 2021-2022. Bouches-du-Rhône, Cher, Corse du Sud, Doubs, Finistère, Guadeloupe, Hérault, Isère, Vienne et Vosges. Les départements ont été choisis pour que l'expérimentation soit la plus représentative de la diversité des réalités économiques, géographiques, sociologiques et technologiques des territoires en matière d'accessibilité au numérique. Le projet s'adresse à la fois aux élèves, aux enseignants et aux familles, en investissant dans de l'équipement, de la formation et des ressources, en agissant sur 4 leviers: la formation des enseignants, l'accompagnement des parents et des familles, la mise à disposition des ressources numériques pour les enseignants, l'équipement des élèves et des établissements scolaires. Cette expérimentation est déployée sur 3 années. Le département de l'Hérault a signé une convention avec la Caisse des dépôts et consignations. L'intégralité de la subvention est versée au département en tant que coordonnateur financier qui s'engage à reverser la subvention aux collectivités partenaires dans les conditions définies dans un règlement financier. Notre collectivité, en tant que partenaire, doit ainsi mandater le département de l'Hérault pour percevoir et reverser les financements dont le montant prévisionnel est estimé à 41 643,20 €. À ce titre, le département de l'Hérault est autorisé à percevoir la subvention de la Caisse des dépôts et consignations au nom et pour le compte du partenaire, collecter auprès des partenaires les pièces nécessaires à l'octroi de la subvention, reverser la subvention aux partenaires. Notre collectivité s'engage à réaliser les actions définies dans le cadre du France 2030, engager et payer les dépenses éligibles dans le cadre du France 2030, transmettre au département les pièces justificatives et bilans financiers nécessaires à l'octroi de la subvention. En conséquence, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'autoriser le département de l'Hérault à percevoir et reverser la subvention, d'approuver les termes du règlement financier TN 34 joint en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toute démarche et à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité et je repasse la parole à Julie Garcin-Sodo pour l'opération 8000 arbres. Tout à fait, qu'ils ne sont pas tous pour Pézenas, nous l'avons bien compris. Donc, on recommence pour 2023 notre campagne pour les arbres et je tenais à dire que j'avais eu M. Gautin et M. Barba juste avant de venir et nous avons perdu avec cette sécheresse que 3 arbres sur les plantations de l'année dernière. Donc, voilà, donc ça va. On a limité les dégâts. Donc, le département de l'Hérault est engagé depuis plusieurs années en faveur de la préservation de l'environnement et de la biodiversité dans une ambition de résilience des territoires face au changement climatique. Entre autres actions caractéristiques de cet engagement, la collectivité a lancé depuis l'opération 8000 arbres par an pour l'Hérault, visant à faire don d'arbres aux communes pour les promouvoir dans l'espace public en insufflant une prise de conscience collective. Les arbres disposent de 2 vertus multiples, la qualité paysagère et esthétique, leur faculté de résorption des îlots de chaleur dans un contexte urbain, en réintroduisant le végétal, la réduction du CO2, la capacité à absorber les polluants, l'abritement de la biodiversité. Les principes de cette opération sont les suivantes. Les sites retenus peuvent être multiples, aires de jeux, boulots d'hommes, espaces publics, une esplanade, une cour d'école. Les arbres sont choisis dans un panel de 34 essences, littoral, plaine, piémont, montagne. Ils ont une taille significative, 8 et 14 cm. Ils présentent un caractère mellifère propice aux abeilles. Le département assure l'achat et la livraison. La commune prend en charge les plantations soit en régie, soit avec des associations, des écoles, des collèges et tout autre partenaire. Et pour nous, c'est l'AGLO que nous remercions. Des mesures d'accompagnement seront proposées par le département et le CAE de l'Hérault pour assurer le succès de la plantation. Fourniture d'un guide, période des plantations, etc. Ces plantations ayant pour vocation à être affectées à l'usage du public ou à un service public communal. Celles-ci sont cédées à la commune à l'amiable et à titre gratuit sans déclassement préalable, conformément à l'article L. 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. À cet effet, la commune à réception des sujets sera responsable de leur entretien et contribuera à la réussite de l'opération par la qualité et le suivi de prestations liées à la prise de la végétation via la compétence de la communauté d'agglo Hérault-Méditerranée.
En conséquence, Monsieur le maire propose d'accepter la cession à l'amiable et à titre gratuit sans déclassement préalable conformément à l'article 1 du Code général de la propriété des personnes publiques d'un total de 50 arbres de différentes essences, du tilleul, des érables de Montpellier, du frêne, des savonniers, des arbres de Judée, d'affecter ces plantations à l'espace public communal suivant la rue Noria, le parking des Cordeliers pour finir les plantations, la route de Castelnau-de-Guers, l'avenue Harold Klein, et nous arborerons la route du cimetière neuf, de l'autoriser à signer au nom et pour le compte de la commune tous les actes relatifs à la mise en œuvre de ces décisions. Est-ce Voilà. qu'il y a des questions particulières? Oui? Alors pas sur le fond, mais peut-être sur la forme. Un résumé suffirait quand la délibération me fait une page pour 50 arbres. Bah, chacun le C'est la- présente comme il le souhaite. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, vous êtes le seul avec Daniel Azemar à faire de très beaux résumés, sans Merci. trop dire. Je Et c'est plaisant que de lire bêtement un texte. trouve que c'est désagréable de parler de bêtement quand un de vos collègues lit le Oui, texte. merci Je Kevin vous de cette rappelle quand même grande que vous- remarque. C'est vrai que tes interventions sont toujours passionnantes. Merci beaucoup. Je vous rappelle quand même que vous avez du mal à trouver des conseillers pour siéger sur vos bancs. Donc, les leçons, donnez-les aux autres, s'il vous plaît. Hein? Vous gardez-les pour Quand vous. j'ai fait la remarque, prouve que vous êtes d'accord avec ce que je disais, je pense. Point du tout. Je trouve même plus agréable de voir qu'il y a des conseillers municipaux qui présentent des rapports, alors qu'au mandat précédent, ce n'était pas le cas. Tout juste était-il informé de la question à l'ordre du jour. Est-ce qu'on peut passer aux voix? Audrey, excusez-moi, nous avons normalement un public. Les Picénois peuvent regarder le conseil municipal. Ils sont intéressés aussi d'avoir un peu plus d'argumentation que juste un titre et voilà, parce qu'ils n'ont pas le texte sous les yeux. C'était juste un exemple. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et le prochain, c'est donc moi qui le présente. Donc ça sera peut-être un résumé. Il s'agit d'une convention avec l'État qui nous autorise à intervenir sur son domaine dans le cadre des travaux que nous avons déjà réalisés, l'État est généreux et sympathique, sur les accès de Sainte-Marthe et Bonne-Terre. La convention est arrivée après les délais des précédents conseils municipaux, donc on s'excuse de la voter a posteriori. Il se trouve que quand je lis pas, vous voyez, je bafouille. Et que donc, du coup, quand même, nous avions avant l'autorisation puisque la décision d'intervenir et la répartition et la modalité avaient été conclues, évidemment, avec les services de l'État, notamment dès l'origine dans le bureau du sous-préfet. J'aime pas trop que nous passions les questions après coup, mais les délais administratifs sont des fois plus longs que les délais d'exécution et ces travaux devaient être faits avant la rentrée scolaire, comme vous le comprenez. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et je vais passer la parole à René Verdeil. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tout le monde. Il est rappelé au conseil municipal que dans le cadre du projet d'aménagement du nouveau quartier Saint-Christol, il est nécessaire de prévoir les équipements publics, dont le réservoir d'eau potable d'une capacité de 13 383 mètres carrés, ça doit être mètres cubes peut-être. Hein. Pour la réalisation de ce réservoir d'eau potable, la ville propose la parcelle AH 379. Alors là, c'est la surface, d'une surface de 13 383 mètres carrés. Monsieur le maire propose de céder la parcelle AH 379 à la CEMOP Saint-Christol au prix de 60 450 €, conformément à l'estimation des domaines. Je préciserai que ce réservoir d'eau potable va servir non seulement à alimenter les constructions nouvelles qui seront et tout le projet Saint-Christol, mais également à sécuriser la capacité d'eau concernant la ville de Pézenas qui aujourd'hui est un peu en déficit. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité et je laisse à nouveau la parole à René Verdeil. Il est rappelé que dans le cadre du projet d'aménagement du quartier Saint-Christol, toujours, la commune a l'obligation d'offrir des mesures compensatoires afin de protéger une espèce de lézard, le lézard ocellé, qui est présent dans le périmètre. À cet effet, la ville propose des terrains dans le secteur de l'Arnette et du Cos de Nizas qui conviennent, de par leurs caractéristiques propres, aux conditions d'accueil et de préservation de ce reptile. Il est proposé de vendre à la CEMOP Saint-Christol les parcelles suivantes. Je vous fais grâce du détail.
que vous pouvez lire. Monsieur le maire propose de vendre à la CEMOP Saint-Christol l'ensemble des terrains mentionnés ci-dessus pour une surface totale de 85 810 mètres carrés au prix de 42 905 €, conformément à l'estimation des domaines. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Et le point 10, toujours René Verdeil. Acquisition de parcelles, monsieur le maire rappelle au conseil la délibération du 18 mai 2022 par laquelle il a approuvé l'acquisition des parcelles cadastrées section AV 91 d'une contenance de 30 mètres carrés et numéro 272 d'une contenance de 1223 mètres carrés, 6 lieux-dits l'étang. Le prix d'acquisition était de 15 966,49 €, correspondant au solde des différentes condamnations émises à l'encontre de M. Régis Guéroult et Mme Dalila Karabatia. Il s'avère que, suite à une erreur administrative, il faut rajouter à cette somme les condamnations au titre de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Béziers en date du 27 mars 2018, soit 3 000 € de liquidation d'astreinte, 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur le maire sollicite donc du conseil l'autorisation de signer l'acte de vente à intervenir avec monsieur Guéroult et madame Karabadia pour les parcelles AV 91 et 272 ainsi que toutes les pièces. Donc, je conclus. Attends, Il- je Ah, ça- continue. Apparemment, ça fonctionne. Pour un prix de 19 966,49 €, soit le montant total de la dette de monsieur Régis Guéroult et madame Dalila Karabadia à la mairie de Pézenas. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et René Verdeil à nouveau pour la décision du budget modificative numéro 1 du budget municipal. Décision modificative numéro 1, je vais passer la parole à monsieur Frédéric Roy qui va vous donner le détail que j'ai là. C'est pas un problème, mais vous l'avez aussi normalement, puisqu'il y a marqué document joint. Voilà pour les explications. Alors, bonsoir, merci, bonsoir à tous. Donc, une première décision modificative sur le budget principal, donc la première de l'exercice 2022. Donc, dans un premier temps, sur la section de fonctionnement, une décision modificative qui s'équilibre à hauteur de 165 000 €, 65 000 € en opérations réelles, en dépenses réelles de fonctionnement. Donc 10 000 € de plus sur le chapitre 11 charge à caractère général, moins 9 552 au 0,14 en atténuation de produits, plus 46 552 au chapitre 67 charge exceptionnelle et plus 18 000 € en dépenses imprévues. In fine, 100 000 € de plus au chapitre 023 virement à la section d'investissement. En recette de fonctionnement, plus 42 029 au chapitre 74, dotation et participation, plus 56 454 € au chapitre 77, produits exceptionnels, et plus 66 517 € en reprise sur provision semi-budgétaire. Pour la section d'investissement, une décision modificative qui équilibre la section d'investissement à hauteur de 685 000 €. En termes de dépenses, on a 215 000 € en dépenses d'ordre, au chapitre 041 en opération patrimoniale, 470 000 € pour le solde, donc en dépenses réelles d'investissement, donc 270 000 € en total de dépenses d'équipement qui se déclinent de la façon suivante. 74 528 au chapitre 20 immobilisation incorporelle, 9 401 ou 204 subventions d'équipement versées, plus 261 071 au chapitre 21 immobilisation corporelle et moins 75 000 € au chapitre 23 immobilisation en cours. Pour les recettes d'investissement, donc plus 110 000 € en subvention, chapitre 13, plus 98 000 € au chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, et plus 20 000 € au chapitre 024, produits des cessions d'immobilisation. Et donc pour terminer, plus 100 000 € au chapitre 021, environnement de la section de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre?
Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité et je laisse encore la parole à René Verdeil. Donc là, on est sur des reprises de provisions pour risques et charges et pour dépréciation des éléments d'actifs. Je vais vous laisser continuer, Monsieur Roy, si vous voulez bien. Donc, il est rappelé au Conseil la délibération du 17 juin 2021 au titre de laquelle des reprises sur provision avaient été enregistrées, arrêtant donc les provisions qui avaient été constituées à hauteur de 203 851,01 €. Je rappelle juste le principe de la provision peut-être en préalable. Donc, il s'agit en fait de provisionner des sommes sur le budget en cas de survenance d'un risque que peut encourir la collectivité, et donc un risque qui peut être amené à générer une charge, donc une sortie de crédit, d'argent, à l'encontre de tiers ou pour faire face à la résolution d'un risque. Donc, à la suite du dénouement de 2 affaires judiciaires pour lesquelles donc, des provisions ont été constituées au mois de juin 2021, il convient d'effectuer une reprise sur provision d'un montant total de 66 516 €, donc correspondant à des titres qui ont été émis et qui ne sont pas recouvrés sur des affaires, donc 46 550 € qui feront l'objet d'une annulation par un mandat au compte 673 pour l'annulation du titre dans le cadre d'une affaire liée à de l'urbanisme, et 19 966,49 € qui seront soldés par l'émission d'un mandat au compte 2111 en application de la délibération précédente sur les consorts Guéroult et Karabadja. Donc, après les reprises, le nouvel état des provisions s'établira au global à 137 334,52 €. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et encore René Verdeil. Merci. La réglementation prévoit que les demandes de remise gracieuse des pénalités décomptées pour retard de paiement des taxes d'urbanisme soient transmises par le comptable public à la commune ayant délivré le permis de construire. Le comptable transmet son avis à la commune et il appartient au conseil municipal de délibérer sur cette demande. Monsieur le maire expose au conseil municipal que par courrier du 22 juin 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a adressé à la commune une demande de remise gracieuse des pénalités afférentes à un retard de paiement de la taxe d'urbanisme due par la société SCI Terrasse des Lides sur le permis de construire numéro PC 199 11 K 0019 avenue de Verdun, dont une partie des logements ont été des logements aidés. Sur ce dossier, le comptable a précisé que la société SCI Terrasse des Lides avait réglé à hauteur de 50 347 € la totalité de la taxe d'urbanisme due et qu'il émettait un avis favorable pour une remise gracieuse des pénalités d'un montant de 6 603 €, 2 517 € au titre de majoration et 4 086 € au titre d'intérêt de retard. Au vu de l'avis du comptable chargé du recouvrement et considérant que le redevable a acquitté le paiement total du principal de la taxe, Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour accorder à la SCI Terrasse des Lides une remise gracieuse totale des pénalités dont le montant s'élève à 6 603 €, en précisant que ces pénalités sont encaissées par l'État et pas par la commune. La précision étant faite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je propose à Jean-Marie Bousquet de nous présenter la question suivante. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire. Donc, monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu'une étude des décors de la chapelle Saint-Roch, partie de la collégiale Saint-Jean, avait été inscrite dans le programme en vue d'une restauration de la dite chapelle. Suite au diagnostic réalisé en 2019 par Jean-Denis Schauer, architecte du patrimoine, et Anne Rigaud, conservatrice d'œuvres d'art, la restauration du tableau de Saint-Roch, œuvre datant du XVIIIe siècle et classée au titre de monument historique, est priorisée et est soumise à une procédure encadrée. Le coût prévisionnel de la restauration est estimé à 24 108 € et sera réalisé par un prestataire qualifié en conservation-restauration des peintures sur chevalet. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer une demande de subvention auprès de la DRAC. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui? Est-ce que la section petit patrimoine de l'Agglo a été sollicitée à ce sujet? Sauf erreur de ma part, la ville de Pézenas n'a pas le droit d'émarger à la section petit patrimoine, tout comme la ville d'Agde.
Je le Exact. fais de tête, mais Alain Vogel, qui était à l'origine de la communauté d'agglomération, peut peut-être le préciser mieux que moi. Enfin, c'est de mémoire, hein, donc, mais il y avait une convention effectivement entre la communauté d'agglo et le conservateur, enfin la conservatrice des objets mobiliers, donc la DRAC. Et effectivement, il y avait des sommes qui étaient données ou des possibilités pour les communes hors acte des Pézenas. Je pense qu'on peut quand même solliciter une subvention sur un dossier comme ça. Et ça vaut. Après, moi, ma question, c'était par rapport à ce que vous aviez évoqué, c'est-à-dire en plan global sur la chapelle, l'église Saint-Jean, pardon, c'est la restauration des chapelles. Il doit y avoir une étude globale, Voilà. mais on a souhaité quand même, puisqu'elle était débutée, de poursuivre la restauration de la chapelle Saint-Roch, puisqu'il y avait eu à la fois une souscription Oui. des Amis de Pézenas, et l'étude n'a pas commencé sur la chapelle, sur l'église Saint-Jean, enfin la collégiale, parce qu'il nous faut des relevés de géomètres C'est notamment. ça. Donc, il y a une étude géomètre à faire en premier, et ensuite, il y aura donc une étude générale. Voilà. Et effectivement, nous étions renseignés auprès de l'agglo, et nous n'émargeons pas, nous, communes d'Agde et de Pézenas, aux petites subventions concernant le patrimoine. On n'émarge pas, mais par contre, il y a la convention entre la DRAC et l'agglo qui est peut-être activable. C'est ça qu'il faut vérifier, même s'il n'y a pas du financement stricto sensu. Bon, on va le regarder, Merci. mais je Oui, présume c'est que pas- puisque la DRAC est sollicitée sur cette subvention-là, ça découle ou de cette convention, ou ça ne ferait que double. Bien sûr. Sachant qu'elle sera complétée aussi par la souscription des Amis de Pézenas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je laisse la parole à Marie-Hélène Chassagne. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Association des artisans créateurs de Pézenas. À la suite de l'invitation faite à Fabienne Oziol en 2021 pour le Salon des Arts et du Feu, des liens entre les communes de Martre-Tolosane et de Pézenas ont commencé à se tisser autour des métiers de l'artisanat d'art. Ainsi, des artisans de Martre-Tolosane exposent à la Maison des métiers d'art en ce moment, du 8 septembre au 8 octobre 2022, et il est prévu que des artisans pissénois se rendent au Salon des Arts et du Feu. Martre-Tolosane organise chaque année fin octobre, début novembre le Salon donc des Arts et du Feu pour promouvoir le dynamisme et l'énergie de la filière économique des métiers d'art. Il est important que les créateurs pissénois puissent y être représentés, ce qui sera le cas cette année. L'Association des artisans créateurs de Pézenas délègue en effet 6 artisans sur un stand pendant ces 4 jours. Afin de soutenir cette initiative et compte tenu des frais engagés, il est proposé au Conseil d'accorder une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association. Et en échange, les artisans présents sur le salon disposeront de supports de communication communaux et participeront ainsi au rayonnement de la ville de Pézenas. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, Madame Forme. Oui, est-ce que l'on sait qui sont les 6 artisans qui vont exposer en novembre, je pense? Alors là, de tête, je les ai pas, mais oui, on le sait puisqu'il y avait eu un appel à la candidature et que D'accord. 6 étaient positionnés, mais honnêtement, là, j'ai pas les noms, mais on vous les communiquera. L'intérêt, c'était qu'ils aient un stand commun, donc il fallait qu'il soit quand même un nombre assez cohérent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. François Castillo pour le CIVOM. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Un petit rappel donc sur le rapport d'activité 2021, donc sur le rappel des compétences. Donc on a la fourrière animale, la brigade d'enlèvement des tags, l'extension du centre de secours de Agde, le cinémomètre et le sonomètre et le redresse poteau. On a 22 communes adhérentes. Pézenas adhère sur 3 compétences, donc la fourrière animale, la brigade d'enlèvement des tags, le sonomètre sur la base d'une mutualisation. Alors pour la fourrière animale, on a 19 captures de chiens et 0 chat et 3 chats morts. La participation financière de la ville de Pézenas représente 34 672 € pour 2021. Pour les tags, un diagnostic sur le nombre de tags a été réalisé en début d'année par l'agent de médiation en charge de la gestion des formulaires de demande d'enlèvement des tags. 270 tags ont été recensés dans la ville. Donc l'accès direct au plan cadastral par l'agent d'environnement a permis de simplifier l'identification des propriétaires des résidences principales et secondaires.
Donc cela a permis d'obtenir de nombreux retours de formulaires de demande d'intervention pour faire intervenir l'agent d'enlèvement et de mieux planifier le travail. Donc 415 mètres carrés en 2021 de tags nettoyés et 142 interventions et 394 mètres carrés en 2020. Donc le travail conjoint de la police municipale, du CSU et de la gendarmerie nationale a permis l'identification de 6 personnes au cours de l'année 2021. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur le rapport du CIBOM dont il suffit de prendre acte? Non? Alors je reviens à la question précédente parce que j'ai les noms pour Madame Forme. Cédric Branchu, donc ferronnier, Jean-Marc Marcelino, fondeur, Juan Carlos Guiterres, bijoutier, Jonathan Victorian Réab, bijoutier, Eva Lucas verrière et Nathalie Lozano, ferronnière. Voilà les 6 personnes qui nous représenteront au Salon des Arts et du Feu à Marthe-Lausanne. Et je repasse la parole à René Verdeil. Merci, monsieur le maire. Depuis plus de 20 ans, les communes sont incitées à mettre en œuvre une politique de mutualisation des commandes afin de réaliser des économies d'échelle et par là même de mieux gérer les deniers publics. La commune d'Agde a créé en 2002 un premier groupement qui avait pour objet quelques marchés de services. Au fil des ans, le périmètre du groupement s'est étendu à de nombreux marchés de fournitures et même des marchés de travaux. Aujourd'hui, 16 familles d'achat différentes sont mutualisées au sein d'un seul groupement de commandes dont la ville d'Agde est le coordonnateur. La communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée s'est également pleinement engagée dans la démarche de mutualisation en créant une dizaine de groupements de commandes distincts par secteur d'activité. Ces groupements coordonnés par la CAM sont bien évidemment ouverts à toutes les communes membres de l'agglomération qui le souhaitent. Afin de capitaliser sur l'expérience différente mais complémentaire acquise par la CAM et la commune d'Agde, et afin de renforcer et de développer la mutualisation des commandes, les deux collectivités ont décidé de rassembler et d'uniformiser leurs groupements de commandes respectifs. Il vous est donc aujourd'hui proposé de créer un nouveau groupement de commandes qui aura les principales caractéristiques suivantes. Un groupement ouvert à toutes les communes, établissements publics de coopération intercommunale, CAM, SICTOM, établissements publics administratifs, CCAS et caisses des écoles situées sur le territoire de la CAM qui le décideront. Un groupement permanent à durée de vie illimitée. La permanence permettra de gagner du temps puisqu'il ne sera pas nécessaire que chaque membre redélibère avant tout nouveau marché. En fonction de leurs besoins, tous les membres du groupement resteront libres de s'engager dans un nouveau marché. Toujours dans un objectif de gain de temps et d'efficacité, les besoins seront définis par le maire ou l'élu délégué si le conseil municipal délègue la compétence de prendre toute décision concernant la préparation des marchés et accords cadres faisant l'objet du groupement conformément à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Bien évidemment, même si le groupement est permanent, un membre aura toujours le droit de se retirer s'il le souhaite à l'issue d'un marché. Un groupement étendu dans son périmètre à 21 familles d'achat différentes, fournitures, services et travaux confondus, détaillés dans l'annexe 2 de la convention constitutive. Un groupement simplifié dans son fonctionnement, la commission d'appel d'offres compétente sera celle du coordonnateur du groupement. Le projet de convention constitutive du groupement proposé est joint à l'annexe de la présente délibération. Le rôle de coordonnateur sera assuré par la commune d'Agde. Le rôle des membres, l'objet du groupement et ses modalités de fonctionnement sont détaillés dans la convention. Il est précisé que les missions du coordonnateur ne donneront pas lieu à rémunération. Ce nouveau groupement de commandes remplacera tous les groupements de commandes existants ayant les mêmes objets. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer au nouveau groupement de commandes permanent créé par la commune d'Agde et ouvert à toutes les collectivités territoriales, établissements publics, coopération intercommunale, établissements publics administratifs et caisses des écoles, situés sur le territoire de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée qui décideront d'y adhérer. D'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer la convention constitutive si annexée, définissant les modalités de fonctionnement du groupement de commandes et désignant la commune d'Agde comme coordonnateur, de prendre acte que la commission d'appel d'offres compétente sera celle du coordonnateur du groupement, de déléguer pour la durée du mandat les compétences suivantes à monsieur le maire, conformément à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, prendre toute décision concernant la préparation,
la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres passés par le groupement de commandes permanent, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. D'autoriser expressément Monsieur le maire à subdéléguer toute ou partie des compétences ci-dessus à des adjoints et conseillers municipaux qu'il désignera par arrêté, conformément aux articles, c'est toujours les mêmes, mais c'est 18 et L-23 du Code général des collectivités territoriales. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce groupement de commandes? Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de l'unanimité. Toujours René Verdeil. Mise à disposition de personnel de la commune de Pézenas à la communauté d'agglomération. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 12 décembre 2016, la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée a accepté la mise à disposition des fonctionnaires et agents contractuels exerçant une partie de leur temps de travail sur les missions correspondant à la compétence eau et assainissement par le biais de conventions de mise à disposition. Vu la délibération du 15 mai 2017, modifiant la délibération du 12 décembre 2016, relative au taux de mise à disposition à temps partiel des agents de la commune de Pézenas, et la délibération du 4 février 2020, modifiant la délibération du 15 mai 2017, relative au taux de mise à disposition à temps partiel des agents de la commune de Pézenas, il est proposé au conseil municipal de renouveler les mises à disposition pour les 4 agents de la commune de Pézenas, et selon la quotité de temps de travail suivant. Un attaché principal 15% d'un temps complet jusqu'au 30 juin 2022. Un attaché principal 10% d'un temps complet. Un rédacteur principal de deuxième classe 15% d'un temps complet. Et un adjoint technique 37,5% d'un temps complet. Il est précisé que ces mises à disposition sont renouvelées pour l'exercice 2023. Il est ainsi proposé au Conseil de se prononcer sur les mises à disposition des 4 agents de la commune et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents afférents. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Je passe la parole à Thomas Guiraud pour le point 19. Bonsoir à toutes et à tous. Donc il est rappelé que le service des sports municipal organise et met en place des actions sportives pour les enfants et les adultes. Par délibération du 26 juillet 2021, la ville a établi pour chaque activité un règlement intérieur qui encadre le bon déroulement. Donc là, une demande récurrente des usagers d'activités physiques pour les tout petits nécessite d'ouvrir une session 3 ans à la rentrée 2023. C'est-à-dire que maintenant, donc, le service municipal de 22, service municipal des sports donc, fera donc 3 à 10 ans au lieu de 4 à 10 ans. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le nouveau règlement intérieur pour les 3 à 10 ans et d'autoriser monsieur le maire à signer. Il s'agit de la rentrée de 2022. 2022, tout à fait. Non, mais pour bien dire que c'est en cours et que les parents peuvent y adhérer ou y amener leurs enfants en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je laisse encore la parole à Thomas Guiraud. Oui, donc concernant les conventions de mise à disposition d'éducateurs sportifs, donc dans un premier temps, c'est la convention de mise à disposition sur la crèche municipale Épitchonnette. Donc, afin de mettre en place des animations sportives de type baby gym pour le public de 18 mois à 3 ans, le CCAS de Pézenas sollicite du service des sports la mise à disposition d'un éducateur sportif spécialisé dans le développement psychomoteur des tout-petits. Donc, dans le cadre d'une collaboration entre les services petite enfance de la mairie et le CCAS, cette mise à disposition sera gratuite. Donc, elle nécessite la signature d'une convention entre la ville et le CCAS. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer. C'est quelque chose qui existe déjà. Oui, c'est des activités que... Tu présentes les autres aussi? J'y vais tout de suite. Oui, après le principe est le même pour toutes. Je pense qu'on peut résumer en expliquant qu'il y a les écoles primaires publiques qui sont aussi concernées. Tout à fait. Et les écoles primaires privées qui sont aussi concernées, puisque à partir du moment où on effectue un service dans le public, nous l'effectuons aussi dans le privé, comme le veut la loi. Simplement à savoir que donc, ça n'existait pas encore sur le privé. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de convention signée. Il n'y avait pas la convention. Donc voilà, on a remis le cadre et le cadre identique pour tout le monde. On peut voter les conventions en bloc. Je vous propose de voter en bloc, sauf s'il y a des questions, évidemment. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et toujours Thomas Guiraud. Donc le dernier point, donc demande de soutien à la CAF pour la politique jeunesse de la commune. Donc il est rappelé au conseil que le service jeunesse existe depuis le début des années 2000
Donc, ces dernières années, ce service n'a pu exprimer son potentiel pour diverses raisons. Donc, depuis 2020, il a été procédé à une relance de la politique jeunesse municipale au travers d'un élu délégué à cette thématique que vous avez devant vos yeux. Le public visé sont les jeunes donc, de 12 à 25 ans et représentent environ 13,5% de la population piscinoise. Néanmoins, la ville de Pézenas abrite plusieurs établissements scolaires du second degré, donc Jean Moulin, lycée Bonne-Terre, lycée Charles Aliès, lycée La Condamine, le collège Jean Ben, ainsi que le collège privé Sainte-Marthe, sont un potentiel important de préadolescents et adolescents sur le territoire de 3400 jeunes. Donc le service jeunesse suit les orientations définies par la ville dans son projet éducatif, donc qui date de 2021, donc avec 3 thématiques prégnantes et fortes que la ville souhaite développer sur son territoire. Donc en numéro 1, la découverte du patrimoine et de la culture, numéro 2, la sensibilisation au développement durable et la transition écologique, et numéro 3, la construction citoyenne et l'éducation populaire. À cela donc s'ajoute une enquête globale réalisée en 2022 qui a permis de dégager plusieurs axes d'intervention prioritaires autour de la socialisation, l'insertion, l'orientation, ainsi que la mobilité et les loisirs. Donc pour compléter ce diagnostic, des comités techniques consacrés à la jeunesse ont été réalisés en mai-juin 2022 et ont permis à la ville de Pézenas de travailler sur des propositions en partant des souhaits des partenaires concertés. Donc ces comités techniques ont été organisés dans le cadre commun CTG-PEDT, donc ils ont été regroupés, et permettant au coordinateur de proposer donc une approche globale lors du comité de pilotage de ces 2 contrats. Voilà, donc même s'il est difficile de capter les publics, donc collégiens et lycéens, le service jeunesse est en train de faire une transformation de ses modes d'intervention auprès des jeunes, donc à savoir au niveau des horaires, au niveau des lieux, et surtout au niveau des modes de contact. Voilà, donc cette transformation devrait être opérationnelle à la fin d'année 2022 et devrait permettre au développement des actions et projets portés par les jeunes. Pour terminer, donc la commune peut s'appuyer sur le partenariat avec la CAF qui propose un soutien financier au fonctionnement dénommé prestations de services jeunesse, donc PS Jeunes, à hauteur de 50%, soit 17 250 €. Il est donc demandé au conseil d'autoriser le maire à déposer un dossier de candidature à ce dispositif et à signer tout document et convention s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui, Madame Forme. On avait une question ces dernières semaines. Il y a eu beaucoup de problèmes Internet sur la ville, avec des coupures Internet de plusieurs jours. Apparemment, suite à des installations de la fibre, avec des problèmes sur les répartiteurs. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, le problème principal qu'on a est avec un opérateur à ce jour, hein, qui est aussi l'opérateur de la mairie. Donc, on souffre pas au niveau d'Internet, mais de la téléphonie mobile, les mêmes problèmes qu'on a sollicité à plusieurs reprises. Il y aurait un problème sur l'antenne relais dont il est usager, locataire, puisque l'antenne relais est un autre opérateur. En fait, les 2 opérateurs, du coup, je ne sais pas si je peux les citer, mais ou les 3, puisqu'ils utilisent la même antenne. Il y a une antenne qui est en panne sur laquelle ils essayent de réparer. On les sollicite régulièrement. La mairie est aussi sollicitée par les citoyens qui se posent des questions, évidemment, mais on n'a pas à ce jour plus de succès que les citoyens. Mais ça vient d'une antenne qui est en panne et qui est utilisée par plusieurs, puisque il y a un propriétaire opérateur qui le loue à d'autres et un opérateur historique qui lui n'est pas concerné puisqu'il a sa propre antenne qui fonctionne. On y est encore dessus quotidiennement pour le service informatique, puisque tous les portables de la mairie, toute la flotte de portables d'astreinte et autres est concernée par ce problème, ce qui n'est pas pratique le week-end ou la nuit notamment, où on ne peut pas joindre les services de la ville autrement que par téléphone portable. Voilà, je n'ai pas, malheureusement pas plus de réponses ou de délais à donner. On est soumis au même délai que ce que donne l'opérateur, qui souvent dit en fin de semaine, mais les fins de semaine sont fréquentes, mais pas forcément à succès. Nous devrions avoir conseil municipal le 7 novembre. Avec, s'il vous plaît, il y avait une autre question, excusez-moi. Une autre question. On y va. Savoir simplement si la ville a prévu des dispositions en matière d'économie d'énergie, notamment par rapport à l'éclairage public. Alors, nous travaillons avec l'opérateur du partenariat public-privé, puisque, comme vous le savez, c'est une opération déléguée à une extinction de nuit d'une partie ou de la totalité des éclairages publics. Il faut savoir exactement ce que notre mobilier et notre organisation peuvent faire. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, nous n'avons pas voulu faire d'annonce. Nous la ferons en réunissant la population, de savoir jusqu'où nous pouvons aller dans l'extinction ou l'abaissement des lumières. Déjà, depuis quelque temps, il y a un abaissement sur le parc LED
de 30%, puisque tout le parc ne peut pas forcément être abaissé. Mais oui, nous travaillons sur une extension de l'éclairage public, soit partiel, soit total. C'est ce qui reste à voir. On se fixe l'échéance de la fin d'année pour y arriver. Il y aura, je pense, au prochain conseil peut-être la présentation du rapport de partenariat public-privé. Donc ça sera aussi l'occasion de l'évoquer, mais on est effectivement dessus. Il se trouve que ça a un coût de reprogrammer les armoires, donc il faut le reprogrammer le moins souvent possible. Mais il peut y avoir des temps où la ville a besoin d'être éclairée en permanence selon les festivités qu'il y a ou de décaler les heures initialement prévues. Donc il y a un travail à faire et peut-être un investissement futur aussi à faire pour mieux équiper nos armoires et qu'on n'ait pas de coût de fonctionnement dans la reprogrammation de ces armoires. Mais ça arrive, les villages voisins ou environnants commencent à le faire sans que ça crée forcément de problèmes ni d'insécurité. La gendarmerie est prête aussi à nous accompagner puisque nous les avons sollicités. C'était aussi lundi en bureau communautaire et ce point-là a été évoqué par de nombreux élus. Donc je crois que c'est raisonnable économiquement et écologiquement d'y aller et les services travaillent aussi sur quelles économies nous pouvons faire en interne, même si elles sont ou quels gestes on peut avoir, même s'ils seront minimes par rapport aux hausses constatées pour pouvoir faire quelques économies également. Monsieur Vogel. Simplement, il y a les détecteurs de mouvement, ça a été étudié. Et deuxièmement, question, et la tranche horaire pour laquelle on prévoit l'extension, ça serait après passer minuit, je suppose? Ça peut être 23h, ça peut être minuit, ça peut être différencié selon les parties de la ville que nous souhaitons. C'est pour ça que c'est un peu sur ça que nous travaillons en ce moment. Les villages voisins sont plutôt sur du minuit 5h. Ça peut être l'option qu'on retient, mais par exemple, parce que c'est un exemple local est-ce qu'il faut éteindre les soirs de carnaval où les gens peuvent rentrer au-delà de ces heures chez eux? Est-ce que l'été, il faut décaler un peu plus parce que nos cafés les restaurants peuvent être ouverts un peu plus tard? Voilà, ça fait partie des questions qu'il faut se poser, mais on peut avoir une attitude pour l'hiver, une autre pour l'été, en essayant de reprogrammer le moins possible tant que ça a un coût, puisque c'est à peu près 5 ou 6 000 euros la programmation de toutes les armoires de la ville. Les détecteurs de mouvement, j'insiste lourdement là-dessus, ça peut être une bonne solution en sécurité et en économie. Je vais passer la parole à René Verdet. Le souci, c'est que ça serait un investissement massif qu'on ne peut pas faire à ce jour puisqu'il n'a pas été fait à l'origine. Mais c'est sûr que progressivement, ne serait-ce que des LED, si on avait un parc totalement en LED, on pourrait se poser juste la question d'abaisser et pas d'éteindre. Mais aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Mais évidemment, pour de nouvelles constructions, on peut le penser. On peut aussi penser au solaire, bien que le solaire a des batteries et que la batterie n'est pas forcément toujours de vertu écologique totale. Donc, ça fait partie des questions, mais il y aura certainement des investissements à faire, y compris des investissements dans nos locaux, et puisque nos locaux ne sont pas tous équipés en LED ou en thermostat, pour arriver à ce qu'on puisse baisser les températures et baisser la consommation énergétique. Monsieur Verdeil. Oui, en ce qui concerne le partenariat public-privé, c'est vrai qu'on a trouvé un partenariat qui est dans une situation un peu compliquée, puisqu'on a un réseau d'éclairage public très hétéroclite et il faut savoir qu'il y a certains endroits, il y a déjà de l'abaissement qui est réalisé avant qu'on ne connaisse les problèmes actuels concernant l'énergie, donc ça existe. En ce qui concerne effectivement les détecteurs de mouvement, ça veut dire qu'il faut équiper et ça a un coût. Donc il y a beaucoup de sujets qui concernent le partenariat public-privé qui sont à traiter et aujourd'hui on n'a pas du tout un parc qui est suffisamment homogène pour pouvoir traiter les problèmes comme on souhaiterait le faire. C'est ça la difficulté. Voilà. Non, mais j'entendais aussi ce qui était dit par rapport justement à la sectorisation possible. Il y a des endroits où ça peut être des éléments intéressants pour la sécurité, voilà, sur les axes principaux. L'un des soucis qu'on aura, à vous de gérer, hein, c'est qu'une armoire ne gouverne pas forcément que des LED. Par exemple, il y a des endroits où on s'était dit peut-être qu'on fera qu'abaisser, mais ça veut dire qu'il y a une autre partie du quartier qui sera totalement allumée. Donc, sur une carte, c'est un peu plus complexe dans les couleurs, mais l'idée et la volonté, c'est d'y aller, c'est de le partager, c'est de l'expérimenter, parce qu'on peut aussi se dire que ça ne fonctionne pas. C'est notamment pour ça, c'était après la date du conseil municipal, le fait qu'on va renouer avec des visites de quartier sur 6 gros quartiers entre le 10 octobre et le 18 novembre. Donc, on l'a découpé par bureau de vote parce que ça nous paraissait plus cohérent et plus facile pour les gens pour se repérer. Chacun peut venir à un autre quartier s'il n'a pas pu être à son quartier. Donc les bureaux 5 et 7 qui sont ceux de la gare du Nord, ça devrait être le 10 octobre. Le bureau 8, donc le clubhouse du stade
devrait être le 17 octobre, le bureau 4 Malaterre le 26 octobre, le bureau 3 salle des mariages le 8 novembre, le bureau 6 est atelier le 14 novembre, et les bureaux 1 et 2 qui sont ceux du centre-ville le 18 novembre. Et l'idée, c'est d'abord une déambulation dont on annoncera le parcours avant. Alors, évidemment, nous ne couvrirons pas tout le territoire du bureau de vote en une fois, hein, donc nous y reviendrons à d'autres moments, et un point fixe pour échanger plus librement, ou en tout cas un horaire plus facile pour les gens qui pourraient ne pas être là à l'horaire de la déambulation que nous ferons si possible 2 jours. Donc, puisqu'on arrive à l'automne, ça sera aux alentours de 4 heures que nous le débuterons pour le finir vers 19 heures. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous donc le 7 novembre si la date est maintenue.